méditerranéen, mais qui des fois peut être nourri aussi d'expériences un tout petit peu plus loin que notre pourtour méditerranéen. C'est toujours très bon. Et donc, merci d'intervenir. Voilà. Et on Voilà. fait ça pour nous aussi en étroite collaboration avec Euroméditerranée qui, depuis longtemps, participe et manage ce réseau des aménageurs. Merci. Donc, chers participants, intervenants, je voulais vous dire donc, et récupérer aussi votre autorisation si vous en êtes d'accord, pour signaler que le webinaire sera enregistré. Alors, pourquoi enregistrer? Parce que justement, on est vraiment dans la problématique, enfin dans la thématique plutôt, du transfert de savoir, transfert d'expertise. Et on a eu beaucoup de gens qui ne peuvent pas le suivre ce lundi matin. Et donc, ils nous ont dit, si vous l'enregistrez, ce serait sympa de nous faire passer le lien. Donc, évidemment, enfin, si vous en êtes d'accord, hein, chacun, ce qui serait ce qu'on va faire. Enfin, là, je viens de lancer l'enregistrement. Donc, ce serait vraiment d'accepter, évidemment, et puis de permettre comme ça. Et bien sûr, hein, vous aurez vous serez les premiers à recevoir, enfin les premières à recevoir le lien. Ça vous va? Florence, Mia, Adam, vous êtes d'accord pour l'enregistrement, Marie? Oui, oui, oui. Oui, Oui, oui. Super. Bonjour Adam. Alors on accueille Adam qui est bonjour. à côté d'Alice, donc dans les locaux d'Euroméditerranée. Bonjour. Écoute, je pense on va pouvoir commencer. Il est 10h03, c'est parfait, on est dans les temps. Donc je vais présenter l'ensemble des intervenants. Donc comme je viens de le signifier, donc Adam Savin qui travaille à la mission qualité et développement urbain d'Euroméditerranée. Euroméditerranée. Je vous rappelle donc que c'est l'établissement public d'aménagement qui est positionné à Marseille. Adam nous en dira plus tout à l'heure. Et donc Adam est rattaché à la direction de la stratégie, du développement et de l'innovation. Et à côté, donc, Alice, qui est une collègue aussi avec laquelle nous, à la Vitem, on a l'habitude de travailler, donc une collègue d'Euroméditerranée. Ensuite, je vais vous présenter dans l'ordre de passage, hein. Ensuite, je souhaite présenter Mia, donc Mia Imnat Del-Jalil, qui est directrice adjointe du patrimoine à la LIDEC. La LIDEC, hein, c'est la Lyonnaise des Eaux de Casablanca, mais qui n'est plus Lyonnaise des Eaux, hein, puisque ça a été racheté par Suez, hein, si je ne m'abuse. Mia, c'est ça. Voilà. Et puis Florence, donc, avec laquelle on est en relation depuis le Tchad, depuis N'Djamena. Donc Florence est directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, à N'Djamena. Et elle est en lien, donc elle travaille en lien avec le CEREJ. Donc le CEREJ, c'est le Centre de recherche et d'enseignement en géosciences de l'environnement, donc qui est un laboratoire de recherche qui est positionné à Aix-en-Provence. Mais Florence, aussi toujours dans cette volonté de transmettre, est aussi professeure, hein, à l'université de N'Djamena au Tchad. Voilà. Donc, merci à tous d'être présents. Alors, vous êtes déjà assez nombreux. Et puis, comme je l'ai dit, il y aura donc un enregistrement qui sera ensuite mis en ligne et diffusé à ceux. Enfin, nous diffuserons le lien aux personnes qui seront intéressées. Il y en a déjà plusieurs, hein. Et l'idée, donc, globalement, c'est de voir comment l'eau intervient en réalité, dans le projet urbain. Alors pourquoi le projet urbain? Parce qu'on sait très bien que finalement, la ville méditerranéenne, mais pas uniquement, est en perpétuelle mutation, que ce soit en regard des événements démographiques, que ce soit parce que justement, on a qui récupèrent leur lit traditionnel, et ça, on le verra vraiment avec Euroméditerranée notamment, mais pas uniquement. Et puis, on se rend bien compte finalement que la ville n'est jamais totalement figée. La ville, c'est un territoire mobile par excellence. Donc, il y a des aménagements qui sont calibrés, qui sont faits, je dirais, volontairement, qui correspondent à un plan d'aménagement. C'est un peu, enfin, c'est le travail des aménageurs. Et puis, il y a des aménagements qui émergent de ci, de là, parfois pas forcément aux beaux endroits. Ça, Florence pourra nous en parler, et Mia aussi d'ailleurs. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir comment, d'une part, on a cette évolution, cette mobilité des territoires urbains, d'une part, mais aussi comment l'eau, justement, intervient et ajoute, si j'ose dire, son grain de sel
pour faire en sorte justement de développer ou de faire évoluer le développement de ces territoires urbains. Voilà, donc merci à tous d'être nombreux aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir commencer à donner la parole à Adam. Donc Adam, si vous voulez bien commencer, je vous laisse mettre en ligne votre présentation. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon, on la voit. Je vais juste mettre la présentation. Tac. Beau calendrier, bien chargé. Hein. On est je sur le que calendrier tu là. Ton écran, Adam, tu partages pas le... Oui. Normalement, on est bon là. Oui, c'est bon. Donc, il reste les vignettes sur la gauche, mais je pense qu'on voit bien. Ah, mais je vais mettre en plein écran si je peux. Mais... En diapo, voilà. si tu peux mettre en ouais. Voilà, c'est bon. Si vous voyez tous, je vais commencer. Donc, on est effectivement l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée. Donc, il y a Alice ici à côté de moi et moi, Adam Savin. Donc, comme l'a présenté Pierre, je suis chargé de mission à la direction de la stratégie et du développement urbain. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on arrive à vous présenter, à vous raconter une histoire un petit peu, comment le ruisseau des Égalades a structuré, a permis d'orienter notre projet, notamment sur le périmètre d'Euroméditerranée 2, donc je vais revenir après. Donc voilà, on va essayer de vous raconter une histoire en vous présentant un petit peu une histoire autour du ruisseau des Égalades. Donc, pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, Euroméditerranée, c'est quoi? Donc, c'est un établissement public d'aménagement qui intervient sur la frange ouest et littorale de la ville de Marseille. Donc, vous avez la carte qui est à gauche. Vous voyez donc le périmètre de l'OIN. L'OIN, c'est quoi? C'est l'opération d'intérêt national. Donc, il va globalement pour, si vous connaissez Marseille, du Vieux-Port et du Mucem jusqu'à le début des quartiers nord, ce qui est appelé les quartiers nord, donc le 15e arrondissement. Là, aujourd'hui, on va plutôt vous parler d'Euroméditerranée 2, donc la partie droite sur la carte que vous voyez, donc plutôt la partie nord. Euroméditerranée 2, ça a été lancé en 2007 et on va voir comment depuis globalement la fin des années 2000 et jusqu'à maintenant, l'eau et le ruisseau des Égalades a permis d'orienter, de structurer le projet d'Euromed. Donc, en fait, jusqu'ici, qu'est-ce qu'était le territoire avant? C'était un territoire qui était fragmenté, qui était morcelé par les infrastructures, avec une topographie qui était orientée et qui était, on va dire, qui convergeait vers le ruisseau des Égalades et le delta des Égalades, parce que historiquement, en fait, on était sur l'ancien delta du ruisseau des Égalades que vous voyez. Je vais essayer de mettre ma souris. Est-ce que vous voyez ma souris? Non. Non. C'est pas grave. Donc, sur le boulevard Ferdinand de Lesseps, on la voyait, elle était aussi. Ah, vous la voyez. Oui, on la voit. Si, on la voit. Parfait. Visiblement, toute cette partie sud, c'était donc le delta des Égalades, qui a été renfloué par des remblais lors de l'avènement du port et la construction du port. Donc, en fait, on est sur vraiment un endroit où la topographie est très limitée et où l'eau est juste en surface, on verra un peu plus loin. Donc voilà, on était dans un territoire, donc, comme je l'ai dit, qui était très fragmenté, où les infrastructures étaient omniprésentes et où tout espace naturel et tout espace était artificialisé avec une omniprésence des infrastructures. Donc là, vous avez un petit peu une image de, normalement, où passe le ruisseau des Égalades, mais qui en fait était en sous-face par la gare du Canet, qui était donc en surface et qui occupait donc une zone très importante. Donc en fait, on est sur des zones anciennement industrialo-portuaires, donc vous voyez avec donc des conteneurs et donc un espace qui était donc très très industriel où l'eau était totalement absente du projet. Et donc, l'idée, ça a été de se dire, lorsqu'il y a eu les premières réflexions sur la structuration de la trame urbaine et du projet urbain d'Euroméditerranéo, c'est de dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on a historiquement ici?
Donc en fait, tout l'objectif, ça a été de se dire, de se re-questionner sur la place de la nature et donc de l'eau. Pourquoi aussi cette idée de se re-questionner sur l'eau? Parce qu'en fait, on est dans une zone, comme je l'ai dit, de convergence que vous voyez à droite et où le risque d'inondation était extrêmement fort, notamment sur les noyaux villageois, donc des crottes. Je vais essayer de vous l'entourer ici et que vous voyez sur la carte. Donc le noyau villageois des crottes et du Canet, donc qui était très soumis au risque d'inondation parce qu'en fait, on est dans la convergence du bassin versant des Égalades, mais également du ruisseau des Lions que vous voyez arriver notamment par la droite de la carte et aussi par Plombières qui vient en fait converger dans cet espace qu'on a mis en pointillé ici. Et donc si on dézoome en fait à l'échelle du grand territoire, on est vraiment dans un lieu de convergence de tout le nord de la ville de Marseille, donc depuis le massif de l'Étoile et qui descend. Donc voilà. En fait, on était vraiment sur un espace central, un espace de convergence, et on s'est dit, s'il y a convergence, est-ce que c'est pas à nous de refaire de la convergence? Voilà. Donc ça a été vraiment l'un des postulats qui a été mis dès le départ, et à la suite de ça, on s'est dit, si c'est un lieu de convergence, si c'est un lieu qu'il faut recréer de la nature, on va essayer de diffuser la nature à partir de cet espace-là. Et donc, très vite, on s'est dit, mais en fait, cet espace qui est soumis au risque d'inondation, on ne pourra pas l'urbaniser, on ne pourra pas continuer à l'artificialiser, et au contraire, il faudra plutôt le bloquer. Mais le bloquer, ce n'est pas non plus faire un endroit sacralisé, c'est aussi se dire comment on peut créer un lieu d'usage, un lieu de vie et un lieu de convergence, au-delà de la nature, un lieu de convergence humain. Parce qu'il faut bien se dire qu'on était dans des quartiers qui étaient où il y a des enjeux sociaux qui sont énormes dans ces espaces-là, et donc on s'est dit il faut faire un lieu humain. Donc voilà, comment par l'eau on arrive à structurer la trame et comment on arrive à orienter le projet, c'est tout ce que je vais essayer de vous montrer après, que l'eau en fait, et notamment par le parc des Égalades que vous voyez sur la carte, comment on arrive à faire en sorte que le parc des Égalades est le fil directeur du projet et comment il irrigue, à l'image de l'eau, il irrigue toute la trame urbaine. Donc là, on va revenir un petit peu en arrière, on va redézoomer donc à l'échelle du grand territoire, donc je l'ai dit, un système de convergence, donc avec Plombières, avec le ruisseau des Lions, et c'est aussi en fait tout ce travail qu'on a mené d'essayer de trouver des pistes. Et ben en fait, ça a permis de trouver des ruisseaux en fait qui historiquement on avait perdu leur existence parce qu'en fait ils étaient enfouis sous le sol, et donc ça a permis de les redécouvrir notamment sur le ruisseau des Lions. Donc vous voyez la zone inondable du PPRI, donc voilà principalement le delta des Égalades, mais vraiment toute la partie Château Vert qui est très très soumis au risque d'inondation, et le parc des Égalades. Et en fait, ce parc des Égalades, en fait, ça a été la première colonne vertébrale du projet. Et en fait, c'est vraiment celle-ci qui a permis de structurer la trame urbaine pour le quartier du Canet. En fait, il y avait deux options qui se sont profilées très vite. C'est un, le parc en creux, ou deux, le parc à plat. Alors, la différence, je vais essayer de pas rentrer dans des éléments techniques parce que moi, je suis pas ingénieur en eau, mais il faut aussi être pragmatique et réaliste par rapport avec du langage, on va dire, simple. Donc, en fait, le parc en creux, c'est quoi? Le parc en creux, c'est d'essayer de faire en sorte que l'eau soit dans un bloc, en fait, et qu'elle ne puisse pas s'étaler et qu'elle ne puisse pas venir inonder différents espaces. À l'inverse, le parc à plat, c'est plus un postulat de se dire on a un ruisseau, mais on le laisse libre, on le laisse voir comment il peut inonder lors des pics, ou à l'inverse, comment il peut permettre des espaces de vie lorsqu'il est sec. Et donc, c'est plutôt le postulat du parc à plat qui a été retenu, de se dire que ça permettrait de vraiment offrir des espaces libres et naturels sur tout le secteur. Attends, pardonne-moi. Est-ce qu'il y a un bruit de fond terrible là? Est-ce que oui, c'est pas chez nous. C'est pas chez nous. Oui. Est-ce que tout le monde peut vérifier que son microphone est éteint, s'il vous plaît? Merci beaucoup.
Parfait. Donc voilà, le parc à plat, le parc à creux, ça a été les deux options qui se sont profilées. Et oui, il y a eu véritablement une réflexion avec des partisans de la première solution, d'autres des partisans de la deuxième solution. Et voilà, ça a été vraiment l'objet de débats, mais ça a aussi permis d'ouvrir en fait des perspectives qu'on n'avait pas eues auparavant. Donc voilà, pour aussi rentrer dans des éléments techniques, mais en restant un peu large, on a commencé à avoir aussi des éléments un peu plus de programmation de ce parc-là, c'est-à-dire, par exemple, le parc à plat, ça permet d'avoir des grandes pelouses, ça permet d'avoir des grands espaces où l'eau peut se réfugier, mais aussi l'homme peut se réfugier. À l'inverse, sur le parc en creux, on est plutôt sur voilà, un ruisseau qui est très sacralisé, qui est très bloqué dans un espace précis, et voilà, avec tout un espace de belvédère qu'on pouvait créer cet espace-là. Donc voilà, il y avait des avantages et il y avait des inconvénients sur les deux options. Le parc en creux, vraiment la première, on va dire la première gros atout, c'était de se dire que ça va vraiment permettre d'avoir des usages qui vont être en fait tous les jours. Tous les jours, on va pouvoir y avoir des usages parce qu'en fait, on n'aura pas de zone inondable et ça va permettre de pouvoir végétaliser en très grande quantité. Donc voilà. Parce que voilà, il y avait aussi un enjeu à l'échelle du grand territoire qui était de comment on crée sur les quartiers nord de Marseille le grand parc structurant comme on a dans les quartiers sud avec le parc Borély, parce qu'en fait, on l'a pas dans les quartiers nord. Donc l'objectif était vraiment là-dessus. Aussi, on était sur une largeur de parc de plus de 90 mètres. Je vais essayer de vous mettre la souris, vous avez la petite image. Donc voilà, on a à peu près 30 mètres qui est consacré pour le ruisseau et on a 30 mètres de pinède, parce que sur cette option-là, c'était principalement de la pinède qu'on pouvait développer, puisque toutes les parties droite et gauche ne pouvaient pas être irriguées en eau de manière régulière, donc ça nous contraignait dans le choix de la végétalisation. À l'inverse, le parc à plat, lui, ça permettait d'avoir un espace de 170 mètres d'usage, de vie, et aussi d'avoir une végétation un peu plus fournie que de la pinède, puisqu'on peut avoir potentiellement ces espaces-là qui sont inondables. Donc là aussi, en termes de programmation, ça nous permettait d'être beaucoup plus libres sur le choix de qu'est-ce qu'on voulait implanter, et avec des usages très forts, avec des espaces libres, à l'inverse des espaces très végétalisés. Donc voilà, on avait toutes ces options-là qui se profilaient à nous, mais on a retenu plutôt l'option 2, et là je vais vous présenter tout le calendrier du ruisseau des Égalades comme colonne vertébrale du projet. Donc la phase 1, je vous l'ai dit, où c'était vraiment les premières réflexions, on avait les deux options. La phase 2 jusqu'en 2019 qui était le plan guide, et à l'inverse, à partir de 2020, voilà, on a statué sur l'une des deux options, avec le parc à plat qui était retenu. Et aujourd'hui, en fait, on est dans cette dernière phase que vous voyez pas là, on est dans la phase 2024, qui est celle du dialogue compétitif sur le parc des Égalades. Donc, c'est un parc de 20 hectares. Donc, vous voyez le périmètre qui est ici. Donc, il a vraiment, on va dire, augmenté en termes de superficie par rapport au départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, le parc à plat, nécessairement, doit avoir des espaces inondables pour pouvoir permettre de réduire le risque inondable sur la partie du delta des Égalades. Et donc, on a un parc qui a permis de reculer toute la trame urbaine du parc du Canet, du quartier du Canet. Donc aujourd'hui, juste pour votre info, on est en 2024, donc on a cette phase de dialogue compétitif, on a 3 équipes. Les groupements, je peux vous les donner pour votre info. On a l'équipe Ouest, on a l'équipe d'ici là par Michel Desvignes sur une option du scénario. Et enfin, on a le néerlandais 8 qui travaille actuellement sur le ruisseau des Égalades, sur le parc des Égalades, pardon. Et on aura le groupement qui est retenu fin 2024. Voilà pour votre info. Mais le parc à plat, c'est l'option qui est retenue. Donc, à partir de ce postulat-là, le parc des Égalades, c'est quoi? Ça a 3 objectifs principaux. Je l'ai dit, 1, fabriquer un lieu d'usage, un lieu de vie, un lieu de convergence. Très important. Un espace de biodiversité. Pourquoi? Parce qu'on a aussi on est aussi très, très soumis de la part de l'autorité environnementale sur
sur tout un tas d'indicateurs qu'on doit répondre en termes de biodiversité, en termes de lutte contre le changement climatique. Et donc, il y a une variable environnementale qui est extrêmement forte, notamment sur toute la renaturation du ruisseau. Et puis aussi, je l'ai dit, maîtriser le risque d'inondation. Mais puisqu'on a retenu l'option parc à plat, et ben nécessairement, on doit avoir un parc qui est plus large pour pouvoir assumer ce risque d'inondation et pouvoir le gérer. Sur une échelle dézoomée, ben, en fait, c'est un parc structurant pour le territoire, je l'ai dit. Dans les quartiers sud, on a le parc Bourrély qui est vraiment un espace d'aménité très fort, et donc il en fallait un dans les quartiers nord, et donc le parc des Égalades, demain, permettra d'avoir cet espace-là. Juste pour votre info, le parc des Égalades, si le dialogue compétitif aboutit en 2024, il y aura toute une phase d'études plus poussée et une phase de réalisation qui va nous pousser globalement jusqu'à fin 2027, début 2028. Voilà. C'est ça les dates aujourd'hui, même si globalement on s'est engagé auprès de nos administrateurs pour que ce soit horizon 2030, pour que ce soit vraiment fini, parce qu'on va avoir plusieurs phases dans le parc, mais globalement dès 2028 on pourra avoir une première phase d'ouverture. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait il y a toute la partie sud que vous ne voyez pas ici, mais du parc des Égalades, en fait, qui est le parc Bougainville et qui, lui, est d'ores et déjà livré, où il y a deux phases également. Il y a une phase de renaturation qui, elle, n'est pas encore aboutie. Il y a une phase plus d'usage, un peu comme sur le parc des Égalades, qui, elle, est déjà réalisée, donc à proximité donc, du quartier Château-Vert et de Félix-Piat. Donc voilà, ça nous permet d'avoir aujourd'hui un espace de vie qui fonctionne évidemment, puisqu'on est sur des quartiers où il y a un besoin d'avoir des espaces verts et des espaces de vie très importants. Donc voilà, c'est déjà ouvert. Donc l'idée, c'est de prolonger cette réalisation qu'on a fait sur le parc Bougainville, sur le parc des Égalades. Mais vous voyez également qu'à une échelle plus large, il y a tout ce travail de dire, mais en fait, qu'est-ce qui est fait en amont autour du ruisseau des Égalades, et notamment le parc Biou, qui aujourd'hui est un espace très utilisé pour le quartier de la Capucelle. Et donc, est-ce que demain, voilà, il n'y a pas un moyen, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de connecter en fait ces deux parcs et de créer une grande continuité verte, voilà, et bleue sur tout ce secteur-là. Donc voilà. Aujourd'hui, on est sur le parc des Égalades, mais on se dit demain, est-ce qu'on ne peut pas aller chercher plus au nord en amont? On va revenir sur le risque hydraulique de manière très rapide. L'objectif, c'est pas de assommer de données, mais voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, le parc à plat, il a cette faculté-là de pouvoir assumer ce risque d'inondation et de pouvoir le gérer. Donc, avec des espaces libres où on aura de la végétation, certainement qui nécessitera d'avoir beaucoup d'eau dans cette partie-là. On a trois principaux, on va dire, espaces de stockage d'eau. Vous voyez, au nord, au centre, donc à proximité du ruisseau des Lions, et plutôt sur la partie sud. Voilà. Il faut bien avoir en tête que ça va avoir quand même un coût très important, ce parc-là, parce que ça va nécessiter des ouvrages extrêmement importants, à la fois sur déclasser le ruisseau des Égalades, qui aujourd'hui est en sous-sol, pour le renaturer. Voilà, ça va nécessiter des coûts qui sont extrêmement importants, mais qui sont nécessaires. Sur le PPRI, bon, ben voilà, la situation actuelle, vous la voyez, je vous l'ai présenté un peu plus loin. La situation future, ça permet de libérer une partie extrêmement importante du quartier du Cadet. Donc voilà, ça nous permet, nous, après, de développer du logement, parce qu'aujourd'hui, ben, c'est le principal besoin sur le territoire et c'est Euromed qui le porte. C'est le logement, et donc ça permet de pouvoir créer du logement, et ça permet aussi de créer du logement qualitatif. Pourquoi? Parce que ben, il y aura un parc à proximité, et donc ça redistribue des cartes extrêmement importantes. Toujours sur le PPRI, vous voyez l'évolution. On a quand même des zones qui, quoi qu'il arrive, seront toujours très soumises à ce risque d'inondation. Quelle qu'était la situation retenue, on avait ce risque-là. Donc voilà, en fait, c'est comment on propose un projet urbain qui, quoi qu'il arrive, devra faire avec l'aléa. Et du coup, à partir de ce postulat-là, ben, ça nous permet d'avoir une approche qui est totalement différente dans la programmation. Là, on va rentrer dans la programmation. Historiquement, là, juste avant, je vous ai montré plutôt le stade de réflexion. Là, on est vraiment dans la programmation. Comment on rentre concrètement dans le projet avec ce vecteur de l'eau. Et donc, ben, voilà, ça nous a obligés à avoir des approches qui sont complémentaires, mais surtout qui sont nécessaires, notamment sur tout le volet humain qu'on va devoir accompagner, parce que ben, ces populations-là vont devoir vivre avec ce risque d'inondation, à la fois
où elles vivent, mais aussi quand elles vont être dans le quartier, quand elles vont être dans le parc, pardon, et donc il va y avoir un enjeu pédagogique qui va être extrêmement fort. Voilà, donc là, je vais vous rentrer un peu en détail sur des éléments de programmation autour du parc. Donc là, on vous a remis voilà, qu'est-ce que ça induisait en termes de réduction du PPRI, et donc qu'est-ce que ça induisait en termes de programmation. Donc vous voyez, là, la trame, elle est à peu près statuée là-dessus, donc en jaune avec un belvédère, parce que là, on a une topographie qui est plutôt un peu plus haute sur ce secteur-là. Ça nous permet d'avoir un belvédère sur le parc. Comment on arrive à créer une promenade nord-sud, parce que c'est aussi l'un des enjeux de Marseille, de créer des continuités nord-sud. Donc voilà, c'est un levier extrêmement important, le parc. Donc là, vous voyez un petit peu des grands principes à l'échelle de l'îlot, comment l'eau nous permet de développer un peu des îlots démonstrateurs, des îlots innovants autour de l'eau comme outil de vie. Donc là, vous avez des illustrations. Alors évidemment, elles sont plus à jour. Elles sont plus à jour. Pourquoi? Parce que on est en stade de réflexion aujourd'hui sur le quartier du Canet. Mais voilà, c'était des images de qu'est-ce que ça pouvait donner en termes de gestion de l'eau au milieu des îlots. Voilà, ça redimensionne totalement jusqu'ici ce que Euroméditerranée avait l'habitude de faire sur le quartier du Canet. Donc après, il y a des éléments techniques. C'est comment on va avoir des matériaux qui peuvent résister à l'eau. Comment les constructions, voilà, elles se mettent dans des socles qui sont à la fois fragiles. Pourquoi? Parce qu'on a du remblai, mais parce qu'aussi on a de l'eau qui est en sous-sol. Voilà. Et puis il y a la question du parking aussi. Donc voilà, il y a tout un tas de questions qui, quand on rentre dans le stade de la programmation, on a des grands principes. Et voilà, quand on rentre dans le détail du projet, dans le caractère opérationnel, on rentre dans des éléments techniques qui sont quand même plus compliqués et qui nécessitent d'avoir une approche totalement différente sur ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il y a un questionnement autour des rez-de-chaussée. Comment ces rez-de-chaussée-là, qui sont soumises à un risque d'inondation, comment on arrive à avoir des rez-de-chaussée qui sont actifs, qui sont dynamiques, qui permettent d'avoir des lieux de vie, mais en même temps qui intègrent ce risque d'inondation. Voilà, c'est une grande question auquel on est en train de se poser maintenant. Comment les logements, on arrive à avoir des îlots qui puissent être agréables, qui puissent avoir beaucoup d'aménités, mais en même temps qui gèrent ce risque d'inondation. Donc nous, on est plutôt parti du postulat d'avoir une forte végétation dans les cœurs d'îlots, avec le parc qui vient se déployer, qui vient rentrer dans les îlots. Et donc, on pourra potentiellement avoir des opérations immobilières très qualitatives sur tout ce secteur-là. Et c'est aussi un enjeu pour nous, pour pouvoir attirer des populations et pouvoir créer de la mixité dans ce quartier du Canet. Donc voilà. C'était tout un tas de paradigmes qui évoluent et jusqu'à auxquels aujourd'hui Euroméditerranée n'était pas soumis. Donc pour vous synthétiser de manière très rapide, c'est comment l'eau est avant tout un enrichissement du projet et donc une contrainte. Je pense que c'est l'atout numéro un. Comment, d'un point de vue technique, on doit quand même continuer à gérer ce risque de l'eau, qu'il ne faut pas enlever, mais qu'il ne faut pas non plus surdimensionné. Donc voilà, il y a un équilibre qui était très compliqué à trouver et qu'on a, je pense, réussi à trouver. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là. Là, on a des éléments techniques, il y a la gestion du risque, il y a d'autres modèles d'aménagement, d'autres modèles de programmation, d'autres modèles d'usage qui doivent être retenus, mais voilà, c'était tous ces éléments-là qu'on a dû intégrer dans la réflexion du projet et qu'on doit intégrer parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase de programmation, de réflexion du quartier du Canet. Et donc, on doit complètement changer de logiciel sur ce qu'on avait à faire jusqu'à aujourd'hui. Juste pour vous donner une image, je ne sais pas pourquoi ça passe pas. Juste pour vous donner une image de qu'est-ce que ça donne Voilà. Le premier travail qu'on a mené sur Bougainville, donc vous voyez sur la photo à gauche en haut, on était sur des espaces extrêmement industriels où là aussi le ruisseau était sous terre. Donc on a fait ce travail on est en train de mener ce travail de renaturation sur cette partie-là. Donc comme je l'ai dit, cette partie-là n'est pas ouverte aujourd'hui. Elle est en construction, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des entreprises qui travaillent sur la renaturation du ruisseau. Toute cette partie au nord jusqu'à Bellevue est ouverte. Aujourd'hui, on a des usages et ça fonctionne très bien. On a des espaces de grande pelouse. À l'inverse, on a des
endroits on a des îlots de fraîcheur qui sont très forts, et donc on se rend compte que en fait ça marche, ça fonctionne, et donc c'est très encourageant, et surtout les populations sont très heureuses, et je pense que c'est ça la vocation d'un aménageur, c'est de pouvoir permettre des lieux de vie. Et ça nous permet aussi, c'est vraiment l'atout du parc, c'est-à-dire qu'un espace qui était auparavant repoussoir, on n'avait pas l'occasion d'aller, aujourd'hui c'est un lieu de vie, et en fait ça nous permet des équipements structurants qui sont aujourd'hui manquants sur le territoire, et en fait ici on va avoir une piscine. On va avoir une piscine sur ce secteur-là. Donc là aujourd'hui on est en réflexion sur cet objet, donc je ne peux pas vous en parler, mais voilà, en termes de programmation, on va avoir un équipement public qui sera une piscine, et donc qui permet à tout ce secteur-là d'avoir de beaux équipements. Et donc, voilà, à terme, cette renaturation du ruisseau, elle viendra se prolonger jusqu'ici. Donc, les infrastructures ne disparaîtront pas, hein. On va garder évidemment le boulevard Ferdinand de Lesseps, même si sa place peut être questionné. Le métro va être conservé, mais voilà. Et ce qu'on se dit, c'est qu'à l'échelle du grand territoire, en fait, ce parc-là, et la première étape était le parc Bougainville, en fait, c'est la première pièce d'un grand puzzle qui est celui du grand territoire. Comment ce parc des Égalades questionne, on en a discuté jusqu'ici, c'est tout le bassin versant des Égalades, et ça induit d'avoir un travail à très long terme pour nos partenaires qui sont la ville, la métropole, la région, le département, sur tout le bassin versant des Égalades. Ensuite, ça induit, vu qu'on est dans un lieu de convergence, ça induit tout ce travail qui doit être mené sur le grand territoire, c'est-à-dire quelle place on accorde à la mer, quelle place on accorde à l'eau, et comment ces deux-là viennent s'imbriquer, comment le delta des Égalades qui est ici, qui était jusqu'ici un espace totalement artificialisé, redevient un espace de vie, même s'il y a de la programmation, il y a énormément de densité, on est les premiers pour en parler, surtout le secteur de la cimette, mais voilà. Comment on recrée un espace de vie à partir du parc des Égalades, qui lui-même est un espace historiquement d'eau. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont venues s'imbriquer, et c'est aujourd'hui le projet qu'on porte sur Euroméditerranée 2, c'est le parc et le ruisseau des Égalades comme moteur du projet urbain. Voilà, et là vous avez un petit peu une image qui avait été réalisée par François Leclerc lors du plan guide de 2011. Donc là on est en train de le retravailler, hein. Le plan guide est en pleine refonte, mais voilà ce que ça pourrait donner. Toute cette colonne vertébrale, cette colonne vertébrale verte et bleue, donc du projet Euroméditerranée 2 et du ruisseau des Égalades, jusqu'à le lieu d'embouchure du ruisseau vers la CMA du ruisseau des Égalades. Et quelle perspective aussi ça ouvre sur le grand territoire, et comme je l'ai dit, sur toute ce belvédère qu'on pourrait créer autour de la Méditerranée. Voilà. Merci beaucoup, Adam. C'est très, très, très instructif. Et ce que je retiens, c'est vraiment la configuration topographique avec ce bassin versant, donc en fait, hein, avec donc, des écoulements qu'on ne peut pas juguler, qui ont donné lieu à plusieurs reprises à des inondations quand même, puisqu'on voit que ça peut aller jusqu'au-delà de 2 mètres. Hein. C'était très, très parlant, les petits bonshommes là, qui étaient plus ou moins recouverts d'eau. Des ouvrages de régulation aussi qu'il faudra nécessairement mettre en place. Alors des ouvrages de régulation, j'imagine que c'est justement plus ou moins d'eau, donc ça veut dire aussi des réservoirs de rétention, j'imagine. Hein. Moi j'avais, et merci vraiment beaucoup Adam d'être resté dans le temps imparti, 30 minutes. J'ai en revanche deux petites questions auxquelles j'aimerais bien que tu répondes assez rapidement. C'est comment faire pour faire reculer la trame urbaine, je reprends tes propos. Et puis, dans un des slides, dans les derniers slides, il était question aussi d'une adaptation progressive des comportements. Donc ça, c'est vraiment essentiel parce que je pense que Mia comme Florence vont en parler parce qu'on se rend bien compte que finalement, pour que la ville puisse, comme on l'a dit, et c'était vraiment très, très bien présenté dans cette présentation, pour que la ville puisse continuer à la fois à être habitable et à la fois à évoluer, on ne peut pas
le faire contre la population, justement. Il faut vraiment le faire avec elle. Avec... Est-ce que tu peux prendre 2 minutes Oui. pour répondre à chacune de ces 2 questions, s'il te plaît? Merci Pierre, tu as bien résumé. T'as bien résumé les principales choses. Effectivement, je réponds à 3 questions. La première sur les ouvrages de réalisation. En fait, il y en a plusieurs sur le périmètre, mais il y a principalement le bassin de rétention de Gèze. Donc, pour ceux qui sont de Marseille et pour ceux qui ne sont pas, mais il y a une grosse station de métro au terminus à Gèze. Et en fait, dessous, actuellement, on construit un très, très gros bassin de rétention qui permettra justement en cas de crue, d'absorber une partie des eaux du ruisseau des Égalades pour pas qu'elle aille dans le parc, parce que faut bien avoir en tête que on a mené un premier travail pour pouvoir réguler ce risque d'inondation, mais on ne le résout pas, il faut bien se le dire, parce qu'en fait, on est sur un espace qui, historiquement, était fait normalement pour pouvoir avoir un vaste espace et pour que l'eau se diffuse. Et ça me permet de faire le lien sur reculer la trame. En fait, c'est exactement ça. On s'est rendu compte que l'eau, quoi qu'il arrive, elle était là. Et en fait, que si plus on allait la resserrer et plus on allait la canaliser, plus le risque allait être important. Et donc, on a eu le postulat inverse, c'est de dire, il faut la laisser déborder. Et donc, ça nous a permis de reculer cette trame urbaine, en fait, de reculer la ville, en quelque sorte, même si aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt le parc qui vient dans la ville et c'est le postulat. Donc voilà, sur reculer la trame, c'est vrai que c'est peut-être le terme est peut-être technique, mais en fait, c'est plutôt l'eau qui a permis de reculer la ville ou du moins de mieux rentrer dans la ville. Voilà, se diffuser dans la ville. C'est plutôt ça. Il faut avoir un peu l'image de. On verse de l'eau, on voit qu'elle prend différents chemins. En fait, c'est exactement ça. Elle va prendre différents chemins dans la ville. Sur l'adaptation progressive, évidemment, le facteur humain, c'est. Nous, on est un aménageur et Euroméditerranée, il y a eu énormément de critiques jusqu'ici dans le projet d'Euroméditerranée, pardon, qui était la critique de ne pas assez prendre en compte les populations. Là, c'est un postulat qui est totalement inverse, qui est de dire, il y a des populations, il va y en avoir des nouvelles, et comment on fait avec, et comment on les accompagne dans ce nouveau mode de vie qu'on propose. Ok, merci. Tout ça est très clair. Merci beaucoup. On se rend compte effectivement que c'est vraiment fondamental. Donc, Mounia Boili, que je salue au passage, dit effectivement, il faut préserver la mémoire de l'eau. Alors, la mémoire du trajet de l'eau, évidemment. Alors, je vais rebondir, Adam, sur cette problématique des bassins de rétention, parce que cette problématique, elle est extrêmement présente, extrêmement prégnante à Casablanca. Et donc, je souhaite donner la parole à notre deuxième intervenante, donc que je représente, Mia Ibn Abdel Jalil, directrice adjointe du patrimoine à la LIDEC. Et pour en avoir discuté auparavant, puisqu'évidemment, nous avons tous travaillé en amont, c'est le cas de le dire, pour préparer ce travail, en fait, ce sujet des bassins est un vrai sujet qui préoccupe la LIDEC. Mais avant ça, je vais laisser Mia parcourir sa présentation. C'est à vous, Mia. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer d'abord de la partager. Vous me direz si vous arrivez à la voir. Est-ce que vous voyez la présentation? Absolument, je confirme, Mia. C'est bon. Parfait. Bonjour à tous et merci de m'avoir intégré dans ce tour de table. Donc, je vais pouvoir partager avec vous l'expérience de Casablanca et de nous en tant qu'opérateurs chargés de la distribution de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité et de l'éclairage public. Alors, Casablanca ne fait pas l'exception, donc elle subit pleinement les changements climatiques, ce qui se traduit par des épisodes de sécheresse, donc soit ne pas avoir d'eau, soit trop d'eau. En effet, Pierre, vous l'avez bien dit, il y a un grand enjeu sur la partie pluviale et je pourrais en parler peut-être par la suite, mais j'ai axé la présentation sur le premier volet pour compléter. Attendez, Mia. John, vous pouvez. Ah voilà, merci. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parfait. Donc, très bien. Donc, ce que je disais, donc, je vais axer ma présentation plus sur l'adaptation de la ville par rapport au contexte de stress hydrique ville Maroc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est sur notre 6e année de sécheresse.
Alors, j'ai un problème au niveau de la... C'est bon. Donc, je vais parler autour de plusieurs axes sur lesquels nous agissons, mais bien sûr pas seuls, avec les autorités, que ce soit les autorités en centrale ou en local, bien sûr les sociétés d'aménagement, ainsi que tout l'écosystème des universités, des startups, etc., pour définir des solutions innovantes par rapport à cet enjeu. Donc, je vais vous présenter d'abord Casablanca en quelques chiffres, un peu comment se construit la ville et quelle cadence elle a. Et après, les différentes démarches qui sont mises en place pour répondre à cet enjeu. Alors, Casablanca, en quelques mots, donc c'est la capitale économique du royaume. C'est le premier pôle industriel qui représente 55% des unités de production à l'échelle du pays. C'est une ville qui croît de façon très rapide, notamment depuis la mise en place de son schéma directeur d'aménagement urbain qui a été publié en 2010, avec plus de 300 hectares qui sont construits par an. C'est une ville qui est alimentée par des sources qui sont plutôt éloignées, par deux fleuves qui sont situés au nord et au sud de la ville, à plus de 100 km, qui sont amenés au niveau de la ville au niveau de grandes adductions et après par lequel on distribue à partir d'un réseau qui s'étend sur plus de 7000 km. C'est une ville qui consomme plus de 600 000 mètres cubes jour, ce qui représente 222 millions de mètres cubes par an, donc avec un très grand besoin en eau, qui malgré toutes les actions, avec une ville qui croît, c'est une demande très croissante en matière d'eau potable, avec un rendement qui est un cheval de bataille pour nous, qui atteint 70%, en 2023. Alors, c'est une ville, comme je l'ai dit, qui s'est fortement développée. C'est une ville dont la surface a été multipliée par 350 depuis un siècle. Donc là, en image, pour un peu comprendre comment la ville s'est construite, c'était au départ un petit port. Et à partir de ce port, la ville de Casablanca s'est développée de manière polycentrique sur tout le siècle, jusqu'à atteindre la dimension de la capitale que vous là, c'est le schéma directeur d'aménagement urbain qui a été mis en place en 2010 avec une actualisation en 2014 et qui s'est traduit au niveau de plans d'aménagement qui sont actualisés tous les 10 ans, qui prévoit une augmentation progressive de la population qui va atteindre plus de 5 millions à l'horizon 2030. Et surtout, et ça, le gros enjeu pour nous, une surface qui est en train de doubler depuis 2010, qui est en train de doubler avec plus de 25 000 hectares qui ont été ouverts à l'urbanisation. Pour vous donner un peu une image, gérer Casablanca en 2010, c'était gérer 4000 km de réseau. Aujourd'hui, pour le réseau de distribution eau, gérer Casablanca en 2024, c'est gérer presque 7400 km de réseau. Donc, pour pouvoir adapter, que ce soit les solutions pour sécuriser le réseau d'eau potable, que ce soit sur aussi protéger le territoire en matière d'assainissement pluvial, etc., il faut être en mesure de pouvoir suivre de façon très précise l'urbanisation. On ne peut pas se contenter juste de prévision au niveau des plans d'urbanisme, être en mesure de voir la cadence ainsi que les contraintes qui vont arriver à court, moyen et long terme. Pour ce faire, on suit l'urbanisation, c'est ce que vous voyez à droite, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un promoteur ou un aménageur qui veut réaliser un projet, il rentre dans un circuit, il est identifié et on suit tout le process au niveau du projet, de sa phase d'étude jusqu'à sa réalisation, ainsi que la mise en place du premier compteur et l'évolution aussi de la consommation du projet, ce qui nous permet
Ça, c'est un peu un extrait de l'outil dont je vous parle, pour être en mesure de savoir à quel moment, parce que les financements ne sont pas extensibles à souhait, donc il faut vraiment optimiser, quelles solutions mettre en place en termes de sécurisation, de maillage notamment en eau potable, en termes de réserve de stockage, que ça soit aussi en termes de solutions d'assainissement par soit la mise en place de bassins de rétention ou de grandes galeries qui vont vers des exutoires naturels qui sont au niveau de Casablanca, principalement l'océan. Alors, face à ce contexte-là, quelles sont les solutions qui sont mises en place? Tout d'abord, comme je l'ai dit, aujourd'hui, Casablanca a besoin de plus d'eau. Donc, il y a des grands projets qui ont été mis en place par les autorités. Donc, au niveau de la carte, donc là, vous avez Casablanca. Elle est alimentée à partir de barrages principaux qui sont alimentés par des oueds. Donc, on a, et par les eaux de pluie, Sidi Mohamed Ben Abdallah et les barrages de Sidi Macho et de Darat. L'eau arrive par des adductions principales, donc 4 au niveau du nord, 2 au niveau du sud. Et en plus de ces réserves d'eau qui sont forcément touchées par la faible pluviométrie, notamment au niveau des barrages du sud. Donc, les premières solutions qui ont été mises en place sont un grand projet structurant qui est une première, qui est l'autoroute, création d'une autoroute de l'eau. Une autoroute de l'eau qui s'étend sur 66 km, qui a été mise en place par les autorités pour connecter les eaux du nord du Maroc au niveau de bassins excédentaires jusqu'au bassin du bourg grec qui est déficitaire et qui permet aujourd'hui de transiter plus de 15 mètres cubes seconde. Le deuxième très grand projet est le projet qui a été initié de réaliser une grande station de dessalement qui aura une capacité à terme de 300 millions de mètres cubes par an, avec une première tranche qui doit être réalisée à l'horizon de fin 2026, qui correspond à 200 millions de mètres cubes par an. Voilà, donc des grands projets structurants pour pouvoir alimenter la capitale, comme vous voyez, qui vient de sources qui sont très éloignées de son centre. Et de façon plus modeste, sont mis en place également et sont favorisés aussi tout ce qui est solutions alternatives pour apporter plus d'eau, c'est-à-dire utiliser le potentiel que représente la réutilisation des eaux traitées. Il existe plusieurs stations d'épuration au niveau du territoire qui ont des niveaux de traitement tertiaire et qui permettent le reuse. Il y a actuellement un projet qui est en cours de réalisation d'un réseau à partir notamment de la station de Mediouna pour pouvoir arroser les jardins au niveau de Casablanca. Avant ça, et depuis plusieurs années, on avait développé également au niveau de la station de Mediouna des espaces expérimentaux alimentés, arrosés à partir de la station d'épuration de Mediouna, qui est une station de 40 000 équivalents habitants. En plus de la réutilisation des eaux usées traitées, nous avons réfléchi et travaillé notamment avec les aménageurs sur des guides de solutions alternatives. Et parmi ce guide, la possibilité de pouvoir intercepter et stocker les eaux de pluie au niveau des bâtiments pour pouvoir la réutiliser au niveau des immeubles, des villas pour l'arrosage des espaces verts à proximité. Donc ça, c'est le premier volet. Donc comment apporter plus d'eau, comment aussi exploiter l'eau qui est au niveau du territoire.
tout en sachant qu'il y a toujours une question sur le pluvial entre stocker l'eau pour pouvoir la réutiliser et aussi de l'évacuer pour protéger le territoire, parce que la première vocation des solutions qui sont mises sur le pluvial sont bien sûr de pouvoir évacuer les eaux très rapidement, parce que en observant les dernières années, les événements pluvieux, on est souvent face à plusieurs événements pluvieux assez extrêmes qui viennent en continuité, donc avec un enjeu d'évacuer au niveau de ces événements très rapidement les eaux de pluie, au niveau des exutoires naturels. Le deuxième axe, c'est face à ce changement climatique, c'est comment adapter et sécuriser le réseau de distribution. Oui. Voilà. Donc, par rapport à cet enjeu, donc CASA est alimenté à partir de 2 sources, au nord, au sud. Dans un schéma d'alimentation historique, on va dire, l'eau provenait à peu près de 50% au niveau des 2 sites de fourniture. Aujourd'hui, avec le stress hydrique et notamment la baisse des niveaux au niveau des barrages, il a fallu s'adapter face à un changement de configuration avec une alimentation qui vient presque exclusivement du nord. Donc, pour ce faire, on a dû adapter, et ça s'est fait bien sûr conjointement avec les autorités, avec leur appui, réaliser dans des temps records des grands projets de maillage pour pouvoir basculer le réseau et pouvoir alimenter avec cette nouvelle configuration qui n'avait jamais été vue auparavant. Ça s'est traduit notamment par plusieurs mises en place de plusieurs projets de sécurisation. Notamment, cette année, on a dû réaliser dans des temps records, en moins de 4 mois, 11 km de réseau en diamètre 600 dans un territoire voilà, très, très dense pour pouvoir être en mesure d'assurer l'alimentation au niveau de l'été, de cet été, et également de mettre en place des grands réservoirs que vous voyez au niveau de la carte, voilà, avec une cuve, pour en citer qu'une, de 70 000 mètres cubes. Au total, plus de 145 000 mètres cubes, ce qui correspond à peu près à la construction de 60 piscines olympiques. Ce qui permettra d'augmenter la réserve de stockage de 20% et de pouvoir pallier en cas de perturbation au niveau de la fourniture et notamment pour pouvoir assurer les périodes de pointe, etc. Le troisième axe, qui est un cheval de bataille de notre secteur et qui continue bien sûr de l'être et qui est encore renforcé avec un programme d'action renforcé, c'est être en mesure de réduire des pertes. C'est-à-dire toute l'eau qui est fournie, il faut être en mesure de pouvoir la distribuer et d'avoir le moins de pertes possible sur un réseau, comme je vous l'ai dit, qui est extrêmement étendu et qui bouge très rapidement. Donc, pour ce faire, on a mis en place plusieurs actions. La première, c'est sectoriser l'ensemble du réseau pour être en mesure d'avoir des rendements sectoriels et d'affiner la localisation des fuites. Tout ça est centralisé au niveau de bases de données géographiques qui permet de mesurer les temps de nuit, les débits de nuit et de prélocaliser les fuites. Et par la suite, ces informations sont communiquées au niveau d'opérateurs terrain qui travaillent de nuit inlassablement. Vraiment, c'est un très gros travail qui est fait pour pouvoir écouter les réseaux et localiser les fuites et se traduire par des réparations. En 2023, il y a encore 20 000 km de réseaux qui ont pu être écoutés avec la réparation de près de 20 000 fuites entre le réseau principal et les branchements. Pour pouvoir aussi agir sur le rendement, mais également sur la consommation,
il y a un grand travail qui a été fait au niveau du territoire pour pouvoir le moduler. Ça veut dire être en capacité de jouer sur la pression tout en restant bien sûr au niveau des critères contractuels et avoir une pression suffisante, mais l'optimiser, ne pas avoir plus de pression, on va dire, que nécessaire pour limiter le débit de fuite quand elles existent, mais aussi agir sur la consommation. Car dans un contexte de stress hydrique, euh, euh, il n'y a pas que des solutions techniques de comment fournir plus d'eau, mais surtout comment accompagner les citoyens ainsi que les industriels et les administrations pour consommer moins. Ça passe par la réduction de pression, mais ça passe aussi par la sensibilisation. Et c'est vraiment une des actions majeures qui sont faites, qui sont pilotées avec les autorités pour sensibiliser la population. Alors, on a des campagnes, un accompagnement spécifique en fonction du type d'usage, des campagnes de sensibilisation au niveau du territoire pour le grand public qui représentent plus de 80% de la consommation à Casa, mais aussi des actions spécifiques pour les industriels qui représentent 6% de la consommation de Casa et les administrations qui représentent 12%, j'y reviendrai après. Alors, pour citer l'exemple de ce qui a été fait au niveau de Casablanca, notamment par rapport à cette année et le stress hydrique que nous subissons aujourd'hui, il y a une grosse campagne qui a été mise en place, validée par les autorités, avec un message d'alerte. Vous voyez l'image à droite. Donc, c'est l'affiche de la campagne avec un message. Aujourd'hui, l'eau nous alerte. Réduisons notre consommation au quotidien. Le but était d'alerter les habitants sur la situation hydrique au niveau du Grand Casablanca et surtout appeler les habitants à réduire leur consommation en généralisant les éco-gestes. Donc, pour ce faire, il y a eu une campagne sur plusieurs mois et qui continue avec de l'affichage au niveau de la ville, donc ce que vous voyez en haut à gauche, donc affichage urbain au niveau des écrans. On a visé les principales artères, voilà, pour pouvoir toucher le plus grand nombre au niveau de tout le territoire, sachant que le territoire est extrêmement vaste. Casablanca, de bout en bout, c'est 90 km et de son port jusqu'à l'aéroport, c'est 36 km. Donc, on a essayé de toucher les principales artères. Cette campagne a été aussi véhiculée par l'habillage d'une centaine de fourgons qui traversent la ville. Il y a eu également le message qui a été mis au niveau de la facture, au niveau des différentes agences. Il y a également, pour favoriser les éco-gestes, des capsules vidéo qui ont été réalisées, qui mettent en situation des cas du quotidien. Le lavage de la vaisselle, le linge, etc. Et qui ont été véhiculés par plusieurs médias, notamment les réseaux sociaux, pour toucher le plus grand nombre. Il y a eu aussi, la communication s'est faite aussi par les spots radio. Donc, il y a 404 spots radio qui ont été diffusés entre mars et avril. Et il y a également cette action de sensibilisation passe aussi par les associations des enseignants depuis plus de 10 ans. Donc, l'IDEG est associé à l'Association des enseignants de la vie et de la terre pour sensibiliser justement par rapport à l'enjeu de l'eau. On met à disposition notamment l'académie pour dispenser de formation. Et grâce à ce process, il y a plus de 80 000 étudiants qui ont pu suivre justement ces campagnes de sensibilisation avec notamment 9 000 étudiants qui sont ciblés pour l'année 2024. Donc voilà, un axe majeur sur lequel nous travaillons parce que produire plus, assurer l'eau, c'est du ressort des autorités. Après, il est très important
que chaque citoyen au niveau du territoire soit sensibilisé pour agir sur la consommation, qui est une action durable dans le temps. En plus de cette sensibilisation qui est faite au niveau des citoyens, il y a des campagnes spécifiques qui sont faites au niveau des industriels et des administrations. Pour vous donner un exemple, les industriels, notre organisation est faite pour que, dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a des services différents qui travaillent par rapport au segment client. Il y a toute une direction qui travaille par rapport aux enjeux des industriels et qui accompagne un à un les industriels. Il y a une opération coup de poing qui a été faite pour cibler notamment les 40 industriels qui consomment 80% de la consommation de tous les industriels pour avoir une campagne de sensibilisation et les accompagner dans l'amélioration et l'optimisation au niveau de leur process pour pouvoir baisser la consommation. Pareillement, au niveau des administrations, offices et collectivités, il y a un suivi de la consommation pour pouvoir réduire la consommation. Ces actions ont permis d'agir sur la baisse de façon significative des industriels et des administrations. Voilà, merci. Donc, j'ai essayé de résumer les principales actions que nous avons mises en place pour s'adapter à la situation que nous vivons actuellement. Essayer de s'orienter vers une sobriété hydrique, bien sûr, pour un développement de la ville voulu durable. Voilà. Merci beaucoup, Mia. Alors, dans votre présentation, donc, vous parlez de ces fameux réservoirs de stockage. Ces réservoirs, ils sont alimentés, j'imagine, par les transferts d'eau. Mais est-ce qu'ils sont alimentés aussi par les pluies quand celles-ci sont vraiment très, très abondantes? Non, les réservoirs dont j'ai parlé, ce sont vraiment les réservoirs d'eau qui sont en tête, qui permettent après de distribuer au niveau du réseau gravitairement chaque zone au niveau de Casablanca. Ce sont des réservoirs qui sont alimentés à partir d'eau potable et qui ne peuvent pas être alimentés par pluvial. Par contre, il existe au niveau du territoire, je peux vous présenter ça. Il existe au niveau du territoire plus de 182 bassins, ce qui représente un potentiel de stockage de 1,4 million de mètres cubes. Aujourd'hui, qui n'aboutissent pas derrière à des solutions d'arrosage, mais il y a des études en ce sens qui sont faites pour voir justement comment pouvoir capitaliser, on va dire, sur ces volumes par rapport à un usage derrière. Après, l'enjeu au niveau de ces solutions pluviales, la question qui se pose, c'est toujours ne pas oublier pourquoi ils ont été réalisés. C'est d'abord pour protéger. Et la question se pose souvent entre vider le réservoir pour pouvoir derrière arroser et rapidement vider vider le bassin d'orage pour pouvoir évacuer les eaux de pluie, pour pouvoir réceptionner une pluie derrière. Parce que souvent, comme je l'ai dit, soit on n'a pas de pluie, soit on a des pluies très importantes. Par exemple, ici, vous avez la variabilité de la pluviométrie. Donc, au niveau de ce graphique, vous avez l'évolution de la pluviométrie depuis presque 20 ans. En rouge, au niveau du trait, la moyenne. Donc, on situe entre 350 un peu plus de millimètres par an. Mais vous voyez, on a souvent soit pas beaucoup de pluie, soit on a une très forte concentration de pluie. Par exemple, en 2021, nous avons eu, en l'espace d'une semaine, presque la pluie d'une année. Donc, pareil, dans ce cas précis, il n'était pas du tout question de garder l'eau de pluie au niveau des bassins. Il fallait absolument les évacuer parce qu'il y a eu chaque jour de gros événements. Donc, l'enjeu était de les vidanger le plus rapidement pour pouvoir absorber la pluie d'après.
OK. Euh, donc, vous me disiez aussi que les pluies, hein, les centenales, c'était assez récent aussi. Donc, vous avez pu en tirer une expérience. De mémoire, vous m'avez dit que c'était 2010, c'est ça? C'était 2010, exactement. On a eu des événements exceptionnels. Comme je l'ai partagé avec vous, en effet, on a soit des petites pluies, soit on a des très forts événements. La Saint-Tonal en 2010, comme je vous l'ai dit, on a des événements avec de petites pluies ou euh, une pluie exceptionnelle, une pluie voilà, avec une période de retour de 20 ans. Souvent aussi, il y a les pluies ne sont pas les mêmes au niveau du territoire. On peut avoir, par exemple, sur une commune au niveau de Casablanca, une pluie de retour de 1 an, plus loin une décennale, encore plus loin une vingtenale. Ça, on l'a déjà vécu à plusieurs reprises. Donc, on doit pouvoir adapter les territoires en ce sens. Donc, on met en place les solutions d'assainissement pluvial. Ce qu'il y a à retenir au niveau de Casablanca, je peux vous montrer. J'ai un plan. J'ai un plan. Ça, c'est. Alors, voilà. Donc, l'assainissement pluvial au niveau de Casa, donc ça, vous avez Casablanca. Ce qui a été retenu, c'est donc on est sur un réseau unitaire en centre-ville. Donc, l'objectif est de limiter les apports extérieurs au niveau de ce réseau qui est déjà saturé, pour lequel il faut justement des renforcements par la mise en place de très gros réseaux au niveau du centre-ville, avec l'écrêtement des débits au niveau de bassins sectoriels qui ont fait notamment l'objet de demandes de réservation au niveau des plans d'aménagement, au niveau des points bas naturels et au niveau des centres urbains, des nouveaux centres urbains qui se développent le long du territoire, la mise en place de grandes galeries, ce qui a été fait notamment avec la société d'aménagement de Zenata, au niveau d'une nouvelle ville qui se situe entre Casablanca et Mohamedia, sur plus de 2000 hectares, avec la réalisation de grands collecteurs qui se dirigent vers la mer et qui n'ont pas, avec une intégration au niveau de l'espace urbain, avec la mise en place de bassins euh, juste en aval avant le front de mer pour atténuer justement l'apport des débits, de ces débits d'eau pluviale qui sont générés par l'urbanisation de ces 2000 hectares. Voilà. Et la réalisation de grandes infrastructures, justement, de grandes galeries qui permettent de trouver une solution aux nombreux problèmes de débordement qui se sont aggravés avec l'urbanisation au niveau de Casablanca. Donc, on a une vingtaine de zones inondables qui sont identifiées et suivies avec les opérationnels terrain. Donc, on a défini une interception de tous les grands collecteurs historiques qui étaient au niveau du centre-ville pour les intercepter au niveau de systèmes de renforcement, notamment le système de renforcement ouest et le système de renforcement est. Ce sont des galeries qui vont, par exemple, pour le SRE, à près de 28, c'est presque 28 km de galerie qui atteint le diamètre. Ah, on vous a perdu, Mia. Vous m'avez perdu quand? Oui. Juste à l'instant, là, juste sur Très la bien. fin de votre dernière phrase. Oui, Ce que s'il vous plaît. ce que je disais, c'est que, par exemple, pour avoir un ordre de grandeur de la taille des projets dont je parle, le système de renforcement S que je montre là, c'est sur le collecteur principal près de 28 km de réseau qui atteint 6 mètres de diamètre. OK. C'est passionnant. Alors, on le voit bien, hein, que ce soit à Marseille, sur une échelle peut-être, enfin, sans doute même beaucoup plus petite, ou à Casablanca, on se rend bien compte que si on ne fait rien, de toute façon, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que les territoires doivent s'adapter au trajet de l'eau, s'adapter au changement climatique, mais s'adapter aussi à cette démographie galopante et puis cette urbanisation parfois, je dis bien parfois, incontrôlée. Et puis, on va voir aussi qu'il y a d'autres outils.
des outils qui travaillent justement dans le prévisionnel. Et c'est ça que Florence Sylvestre donc, va nous présenter dans quelques instants. L'idée, globalement, c'est justement d'agir en amont, d'abord pour prévoir le régime des pluies, mais aussi, et de façon extrêmement précise et méthodique, hein, mais aussi voir comment on peut petit à petit voir quelles seront les meilleures adaptations techniques, les meilleures infrastructures possibles à mettre en place pour permettre justement non seulement comment dirais-je, d'avoir une meilleure adaptation des territoires, mais aussi de sauver des vies. Et là, on ne parle pas de dizaines ou de centaines de vies, on parle de milliers de vies. Donc Florence, c'est à vous si vous voulez bien. Donc Florence, je le redis, Florence Sylvestre, hein, pardon, est directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement qui est à Marseille, mais elle travaille au laboratoire de N'Djamena en lien avec le Centre de recherche et d'enseignement en géosciences de l'environnement à Aix-en-Provence. Et puis, elle est également professeure à l'université de N'Djamena au Tchad. Donc, je la laisse présenter. Vous allez voir, c'est encore quelque chose d'exceptionnel, enfin une expertise exceptionnelle. Florence, je me tais. On ne vous entend pas, Florence. Vous êtes en mode... Voilà. Là, j'avais oublié le micro. Oui, je disais merci Pierre pour votre présentation. Voyez-vous mon écran? Très bien. Je vais couper ma caméra et si la plupart, vous pouvez la couper parce que ma bande passante n'est pas formidable en N'Djamena. Donc, si on coupe tous nos vidéos, ça va certainement améliorer un peu la bande passante et puis j'espère que je n'aurai pas d'interruption impromptue. Bon, on va voir ça. C'est bon, Sinon, on fait ça. On fait ça. Voilà. Tout le monde coupe sa caméra, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Et désolé, ouais. Donc oui, je vais donc poursuivre les présentations après les deux précédentes extrêmement intéressantes et puis peut-être qu'on va encore changer un petit peu d'échelle et je vais vous emmener donc un peu plus au sud de la Méditerranée, dans le Sahel central, pour vous parler voilà, de ce qui se passe dans cette région du monde face au changement climatique et bien sûr à tous les autres changements globaux qu'on a déjà pu voir et aborder au travers de cette démographie galopante dans ces centres urbains. Et on va regarder un petit peu plus la ville de N'Djamena. Alors, est-ce que je vais arriver à changer ma diapo? J'y arrive pas. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'y arrive pas à la changer? Ah. Bon. Alors, donc, comme je vous disais, donc on part sur N'Djamena au Tchad. Donc, le Tchad qui est un vaste pays localisé en plein cœur de l'Afrique avec un gradient latitudinal extrêmement fort. Donc, un pays qui couvre un peu plus d'1,2 million km², donc qui couvre une partie saharienne jusqu'à la partie soudanienne aux frontières de la Centrafrique et du Cameroun, avec cette transition donc sahélienne où se situe N'Djamena. Alors N'Djamena, c'est la capitale du Tchad. C'est une ville qui compte environ aujourd'hui un peu plus de 2,5 millions d'habitants. Comme je vous disais, elle est située en zone sahélienne, à la frontière, donc elle fait la frontière avec le Cameroun ici. Elle est située à environ une centaine de kilomètres au sud des rives sud du lac Tchad. On va y revenir. Et puis sa particularité, c'est donc qu'elle est située sur les bords d'une rivière, donc le Chari, on va y revenir aussi pour sa situation, qui est doublée par son affluent, le Logone, qui fait là exactement la frontière avec le Cameroun. Alors, ce lac Tchad, alors cette ville d'N'Djamena, comme je vous le disais, donc située sur les bords de cette rivière du Chari. Donc ce Chari et ce Logone drainent en fait un immense bassin
d'une superficie de 610 000 km². Donc, par comparaison, la superficie de la France métropolitaine est de 535 000. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une dimension d'un immense bassin versant. Ce bassin versant actuellement est le bassin versant hydrologiquement actif du lac Tchad. Alors, le bassin du lac Tchad, je ne l'ai pas représenté ici, mais c'est plus de 2,5 millions de kilomètres carrés qui s'étend donc du Sahara jusqu'à la frontière centrafricaine et camerounaise. Ici, donc, je focalise sur ce bassin du Chari-Logone qui est aujourd'hui le bassin hydrologiquement actif du lac Tchad, puisque sur les zones sahéliennes et sahariennes, il ne pleut pratiquement pas assez pour l'alimenter. Et donc, ce bassin alimente à 80% le lac Tchad aujourd'hui. Et donc, ce bassin est drainé par ces deux grandes rivières, le Chari qui prend sa source en République centrafricaine, le Logone qui lui prend sa source dans les monts de Mandara, de la Damawa, ici au Cameroun. Ce sont de longues rivières de plus de 1000 km et qui vont converger juste sur N'Djamena. Donc, c'est vraiment une confluence qui se fait sur la ville et qui vont donc apporter de l'eau sur les rives de N'Djamena et poursuivre ensuite leur route pour alimenter ce grand lac Tchad endoréique en plein centre du Sahel central. Alors aujourd'hui, je vais vraiment focaliser ma présentation sur l'aspect donc des événements hydrologiques qui se produisent de manière de plus en plus récurrente. On va le voir au niveau du territoire tchadien, de ce bassin du lac Tchad et en particulier donc, qui affecte la ville d'N'Djamena. Et je vais faire particulièrement un focus sur ce que nous avons vécu en 2022, qui, vous allez le voir, était une situation historique assez exceptionnelle, mais qui malheureusement est certainement amenée à se reproduire. Donc, au niveau du territoire tchadien, cet événement de 2022, ici, donc, ce sont les chiffres qui ont été compulsés par OCHA, donc la coordination de toutes les agences humanitaires qui interviennent ici au Tchad. Donc, le pays a été affecté, donc, sur les 23 provinces qu'il compte, 19 provinces ont été affectées par ces inondations. Un peu plus de 1 400 000 personnes ont été affectées, 244 000 ménages, 350 000 hectares de champs détruits, une vingtaine de milliers de têtes de bétail décimées. Donc, on était vraiment dans un événement majeur qui a provoqué d'énormes dégâts. Alors, cet événement s'est produit parce que nous assistons à une recrudescence des précipitations au niveau du Sahel central. Ici, je n'ai mis que la courbe donc en cumul annuel depuis les années 50 sur N'Djamena. Alors là, historiquement, le Sahel central a connu des périodes relativement humides entre 1950 et 1960, puis a connu des périodes extrêmement sèches entre les années 70 et 80. Et à partir de 90, de manière sensible mais avérée, on a vu une réaugmentation, une recrudescence des précipitations qui se sont confirmées dans les années 2000 et qui s'accélèrent depuis le milieu des années 2010. Alors, comme vous voyez sur cette courbe, évidemment, cette recrudescence des pluies est affectée par une forte variabilité interannuelle, ce qu'on voit très bien ici pour l'année 2021 ou pour l'année 2017, comparé à ces années excédentaires, notamment de 2020, 2021, 2018. Mais ceci dit, cela provoque des cumuls de précipitations importants qui devient de plus en plus difficile à gérer. Alors ici, je vous montre la situation de N'Djamena donc, lors de ces événements en 2022, à la même date, quand on a pu avoir donc, une vision consolidée de l'ensemble des personnes affectées. Donc sur N'Djamena, on a eu un peu plus de 250 000 personnes affectées, plus de 42 000 maisons détruites. Alors ici, je vous montre deux images de N'Djamena inondées pendant cette phase exceptionnelle. Et si on peut, je vous passe un petit film donc, du survol de N'Djamena au 25 octobre 2022, donc nous avons effectué avec l'armée française pour voir l'étendue des dégâts. On verra que là, ce sont les quartiers sud qui sont les plus affectés par ces inondations. Et donc là, nous sommes quasiment au pic de crue. On va voir donc avec l'hydrogramme qui se situe toujours
N'Djamena entre début et mi-fin octobre. Donc vous voyez l'étendue des dégâts où certains quartiers sont restés pendant plusieurs semaines complètement inondés. Alors, ce que je peux dire aussi, on va y revenir, c'est que pendant cette période, grâce à un certain nombre d'outils qu'on a pu mettre en place, on n'a pas eu de noyés. Je vous disais tout à l'heure, donc on a eu beaucoup de personnes affectées, mais on n'a pas eu de mort par noyade au moment des inondations. Par contre, la mortalité est arrivée par la suite due aux problèmes de maladies hydriques, etc. Mais on n'a pas eu de noyade au moment des inondations. Alors là, je vous montre l'hydrogramme de crue. L'hydrogramme donc pour l'année 2020 en courbe orange, l'hydrogramme en 2022 donc en bleu foncé, et l'hydrogramme de l'année 1961 qui reste historiquement l'année la plus humide, celle qui a donné la plus forte crue sur N'Djamena, qui était donc d'une hauteur d'eau de 9,10 mètres. Et vous voyez qu'en 2022, donc on a atteint 8,14 mètres. Alors, ce pic de crue est toujours enregistré à N'Djamena entre début mi-octobre, parce que nous sommes, et on va y revenir, donc, et comme je vous disais aussi par rapport à la situation de N'Djamena au niveau du bassin, donc on a le démarrage de la saison des pluies qui s'installe tranquillement fin juin, début juillet. Elle s'accélère au mois d'août, septembre, et puis le temps de transfert. Le temps de transfert que l'on a donc des eaux, quand elles tombent, elles arrivent donc de la RCA ou du Cameroun vers N'Djamena, il faut un temps à peu près de 3 semaines à 1 mois. Donc ça, on va y revenir, c'est un aspect extrêmement intéressant pour les prévisions pour cette ville. Alors, historiquement, donc je vous disais que l'année 1961 a été l'année la plus forte. Donc, je tenais à vous montrer cette courbe parce qu'on a la chance à N'Djamena d'avoir un enregistrement des débits et des hauteurs d'eau sur une très longue période de temps, donc depuis 1933, ce qui nous permet donc de replacer complètement en perspective temporelle donc les événements qui arrivent actuellement, puisque dans la conscience collective, on est resté sur les années extrêmement sèches des années 70-80 et que cette phase de recrudescence est très importante des pluies aujourd'hui et donc qui se manifeste par cette augmentation des niveaux des rivières et donc d'inondations est un phénomène en quelque sorte un petit peu presque nouveau en fait pour les populations et pour les autorités en charge de pouvoir intervenir sur ces événements. Nous avons pu donc calculer avec toutes ces données les périodes de retour de crue. Donc vous voyez que pour des événements de 2020, alors j'ai focalisé sur 2022, mais 2020 avait déjà un événement impactant, même si la rivière, le Chari, au niveau d'N'Djamena, avait quasiment 1 mètre de moins. Donc vous voyez que sur les événements de 2020, on est sur des périodes de retour entre 2, 3, 4 ans à 5 ans, donc c'est relativement court. Les événements de 2022, on est plutôt sur des crues qui seraient entre 5 et 10 ans, des périodes plutôt décennales. Évidemment, les niveaux de crues des années 50-60 sont des périodes de retour un petit peu plus longues, de l'ordre de cinquantenaire à centenaire, voire exceptionnellement sur du bicentenaire. Alors ici, grâce à un certain nombre de modélisations, de cartographies qui ont pu être faites et en fonction donc des périodes de retour, je vous ai représenté en couleur donc la crue annuelle donc en rouge jusqu'à des crues donc bicentenaires. Donc vous voyez en quelque sorte la répartition donc des inondations sur cette ville de N'Djamena, donc avec ces quartiers sud que l'on voyait tout à l'heure en survol, qui sont évidemment les quartiers les plus inondables parce que ils sont dans la zone inondable
du Chari, ici représenté, et du Logone. Alors, historiquement, N'Djamena, qui a été construit dans les années 50-60, donc dans les périodes de phase très humide, est peu inondée par la crue parce qu'elle s'est développée historiquement sur des zones qui étaient peu ou faiblement inondables, avec une configuration démographique qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Et puis, progressivement, avec les années très sèches et l'augmentation démographique de la ville, les populations se sont déplacées vers les fleuves et ont donc construit leur habitation et leur activité à proximité des fleuves. Et là, avec ces phases de recrudescence, ces quartiers de la ville se trouvent complètement submergés et en très grande difficulté, puisque on est complètement dans les zones inondables, au moins pour les quartiers sud, mais également sur toute cette partie est de la ville où on a un réseau hydrographique aussi qui vient drainer une partie des eaux qui arrivent un petit peu plus en amont du Chari ici, qui se déverse sur un réseau qui traverse cette partie-là. Et puis, un autre aspect aussi qui est extrêmement complexe pour l'aménagement, c'est que la pente de la ville n'est pas dans le sens des rivières. Elle va vers le nord. Alors, la pente de la ville est extrêmement faible, de l'ordre de 0,0001, mais néanmoins, elle ne va pas dans le sens de la rivière. Donc, ce qui complexifie aussi la problématique en termes d'aménagement. Je vous ai représenté ici, parce que je parle que de crues fluviales, donc de crues liées au fleuve, mais évidemment, à partir du mois de juillet-août, on assiste aussi à des crues pluviales. Et donc là, je vous montre donc en rouge ce qui se passe annuellement. Et puis bon, j'ai mis aussi toutes les périodes de retour. Mais je vous montre, et donc c'est le rouge qui va dominer, puisque la crue pluviale est quand même importante aussi à N'Djamena, caractérisée par un certain nombre de cuvettes, une myriade de cuvettes au sein de la ville. Et donc, si on juxtapose cette carte avec celle de la crue des fleuves, vous voyez qu'on est dans une configuration à N'Djamena à partir du mois d'août-septembre extrêmement complexe à gérer, sachant qu'en amont, on n'a aucun mécanisme de régulation sur le Chari et le Logone. Ce sont des fleuves qui sont complètement à l'état naturel. On n'a aucun barrage, on n'a aucun aménagement majeur hydraulique pour faire face à ce type d'événement. Alors, évidemment, l'alerte a été lancée en 2022. Depuis 2020, les autorités du pays, les partenaires, on s'est penché donc évidemment de manière active sur cet aspect parce que quand on regarde les prévisions du changement climatique pour le Sahel, si on fait confiance donc aux modélisations du GIEC, on voit qu'avec des réchauffements de plus en plus accentués, au plus c'est vert sur ces cartes, au plus on va avoir de l'eau. Et vous voyez que le Sahel central est particulièrement affecté. Les zones de mousson sont particulièrement affectées. Et on programme plus 30% de pluie d'ici à 2040 par rapport au volume de pluie qui tombe actuellement sur cette région. On a fait aussi nous-mêmes des exercices de modélisation du débit du Chari, donc de cette rivière principale, et on voit, à l'exception, donc en fonction des périodes de retour, 2 ans, 5 ans, 20 ans, on voit qu'à l'exception d'un modèle, donc avec les scénarios, donc on a fait ça à partir des scénarios du GIEC, à l'exception d'un modèle, tous nous disent que les débits du Chari vont augmenter d'ici 2050 à des hauteurs identiques à celles observées, que vous voyez ici avec la courbe rose, à celles observées dans les années 50-60. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? La première chose, c'est déjà, on fait de la prévision. Déjà, alors comme je vous disais, on fait de la prévision saisonnière. Donc comme je vous disais, donc on a beaucoup travaillé ces dernières années avec toute mon équipe à l'université de N'Djamena à essayer de modéliser cet immense système hydrologique en travaillant donc en compartimentant donc tous les sous-bassins de cet immense bassin du Chari et du Logone, et on a pu évaluer pour chaque sous-bassin leur contribution aux deux rivières. Contribution
ou perte d'ailleurs, parce qu'on a aussi des zones comme celle-ci, là représentée en bleu et en jaune, là sur la carte, des bassins aussi qui sont en fait des bassins d'infiltration ou des bassins d'évaporation et qui vont contribuer à perdre un petit peu dans le bilan, hein, on parle de bilan hydrologique ici, de l'eau. Mais globalement, donc voilà, on arrive à pouvoir fournir donc un bilan hydrologique donc c'est un bilan pluie débit, débit, débit. Et ce qui est donc intéressant, ce que je vous disais, c'est que à partir du moment où l'eau rentre dans le système, dans les sous-bassins du Chari et du Logone, à partir de la frontière de la Centrafrique sur le territoire tchadien, il faut à peu près un temps de transit de 3 semaines, 1 mois sur la ville d'Njamena, ce qui est donc pas un temps énorme, mais qui laisse quand même le temps de pouvoir réagir au niveau de N'Djamena et de pouvoir envisager des solutions en cas de crue importante. Donc c'est ce que nous avons fait par exemple avec mon collègue qui travaille au quotidien avec moi dans ce cas-là, et nous avons donc chaque jour donc on commence à partir d'août, mi-août. On récupère la donnée régulièrement donc, de l'ensemble des observations du bassin sur toutes les stations jaugées. Et puis, on calcule tous les jours la hauteur d'eau qui peut y avoir, qui peut arriver donc 1 mois plus tard sur la ville de N'Djamena. Et puis, à micro-tendu en quelque sorte, et on transmet aussi évidemment toutes ces informations aux autorités du pays. Et quand la situation devient importante, on fait un micro-tendu au niveau des différents médias tchadiens pour arriver à lancer l'alerte au plus vite. De manière à plus court terme, donc évidemment, les autorités tchadiennes, aidées par ses partenaires, a mis en place un certain nombre de programmes. Donc d'abord, on s'est intéressé au réseau existant, au réseau de drainage existant, de drainage et d'assainissement de la ville. Et évidemment, on fait face à une problématique de déchets très mal gérés au niveau de la ville. Là, je vous montre juste quelques petites images, mais effectivement, là, depuis 2 ans, donc, il y a tout des programmes de curage de ces canaux. Et là, par exemple, si vous veniez là tout de suite avec moi dans les rues d'Njamena, le curage a été renforcé en vue de cette saison des pluies 2024 qui est en train de s'installer. Et chaque année, donc, il y a un gros travail pour déjà permettre au réseau existant de pouvoir un petit peu fonctionner ou au moins ne pas surverser dans les rues. Ensuite, ce qu'on est en train de mettre en place, l'IRD avec mon équipe à l'université de N'Djamena, c'est un modèle pluie-débit distribué donc avec l'aide du logiciel ATIS, et donc qui permet de modéliser le flux inondant dans un secteur urbanisé. Donc ATIS est un modèle open source que l'IRD a mis en place déjà sur les villes de Bamako, de Ouagadougou. Alors ici à N'Djamena, on peut le mettre en place parce qu'on a la grande chance d'avoir une cartographie qui a été effectuée par l'IDAR, donc qui donne par l'IGN, IGN-FI, qui donne donc une résolution décimétrique de la ville. Donc ça, c'est une donnée extrêmement précieuse. Et nous avons donc renforcé l'instrumentation de la ville, donc en termes de pluviomètre, hein, pour avoir une meilleure évaluation de la quantité d'eau qui tombe sur la ville. Et puis également, nous avons instrumenté un grand nombre de canaux principaux d'écoulement pour avoir donc les vitesses d'écoulement, les sens d'écoulement, et ensuite en instrumentant tout ça, en nourrissant tout ce problème et en le calibrant, on arrive donc à avoir le sens des écoulements, et ça va permettre aux aménageurs de voir, ça permet déjà aux aménageurs de voir où est-ce qu'il faut intervenir, dans quel sens et comment améliorer le réseau de drainage. À plus grande échelle, donc là, vous reconnaissez certainement donc le Chari, le Logone, leur confluence et ces fameux quartiers sud qui sont la principale préoccupation de la ville d'Njamena. Donc, il y a des travaux de plus grande envergure qui sont en cours, enfin qui ont été réalisés et qui sont encore en cours. Donc, des grands travaux d'endiguement, d'enrochement
pour protéger ces quartiers qui sont d'ailleurs très fortement peuplés, hein, plus de 200 à 300 000 personnes qui vivent dans ces zones et qui sont les premières impactées. Donc voilà, il y a actuellement des travaux qui sont d'ailleurs coordonnés donc, par les autorités tchadiennes, financés par la Banque mondiale qui s'est fortement investie sur la ville pour pouvoir travailler très activement aux protections des populations. Et puis également, nous, ce que nous avons fait, parce que là, on parle beaucoup de la ville d'N'Djamena, mais il y a quand même tout le sud du pays qui est considérablement impacté, sur lequel nous n'avons pas énormément de données régulièrement. Enfin, on en a, mais voilà. Mais c'est difficile de faire une prévision. Donc, à partir des données altimétriques que nous fournit donc, le Centre national d'études spatiales à Toulouse, on a mis en place ce qu'on appelle donc le modèle grand bassin, le modèle MGB, donc à l'échelle du bassin du lac Tchad, donc du Chari-Logone, à la fois donc pour raffiner notre petit modèle pluie débit qui nous sert aujourd'hui à faire les prévisions, et donc à l'aide d'une cartographie plus précise de l'occupation des sols, du maillage beaucoup plus précis de ce bassin, on a mis en place ce modèle grand bassin pour nous permettre donc de regarder déjà tout ce qui se passe de manière plus fine à l'échelle du réseau hydrographique de cet immense bassin, et de pouvoir raffiner nos prévisions zone par zone, et évidemment toujours dans le souci de la ville d'N'Djamena, mais pas seulement, aussi du bassin, enfin du lac Tchad en tant que tel, puisque sur le lac Tchad, on a quand même entre 400 et 500 000 personnes qui y vivent, et qui est aussi, lui aussi, très fortement impacté par ces phénomènes de pluie, de recrudescence de pluie et de pluie extrême. Et puis pour terminer complètement, peut-être une note un petit peu plus positive, parce que dans ce contexte-là, cependant, on a plus d'eau sur le Sahel central, ce qui est quand même un bienfait aussi, à condition voilà, qu'il puisse être mieux régulé et mieux régulé, oui, mieux exploité, je dirais. Et donc, quand on regarde les projections qu'on a pu faire à l'aide de ce modèle MGB, on voit un reverdissement de ce bassin. Et donc, c'est quand même un aspect quelque peu positif pour ces populations sahéliennes et soudaniennes, puisque quand même l'économie, notamment du Tchad et de la plupart des pays du Sahel, repose à 80-90% sur les activités agropastorales. Donc voilà, si des aménagements futurs sont faits dans le bon sens, ça peut aussi favoriser considérablement l'amélioration et la résilience de ces populations face à ce changement climatique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez pu m'entendre. Oui, merci beaucoup, Florence. C'est passionnant, hein, évidemment. Donc, ce que je voulais dire aussi, parce que ça, vous ne l'avez pas dit, c'est que grâce au modèle de logiciel ATIS et le fait justement d'avoir cette possibilité, un, de modéliser, et deux, de prévoir, l'avantage qui est quand même non négligeable, c'est que vous avez la possibilité de prévoir en amont et donc d'alerter les populations. Parce que c'est ce que vous m'aviez dit quand on avait préparé ce travail, c'est que en fait, autant, alors vous l'avez bien signalé, effectivement, il y a eu des décès après, en raison des épidémies notamment, mais ce qui est important, c'est que les épisodes de crue en tant que tels, les inondations, n'ont donné lieu à aucun décès, ce qui n'est pas le cas justement dans les pays limitrophes, puisque dans les pays limitrophes, en Centrafrique ou au Cameroun, il y a eu, vous m'aviez dit, des milliers de décès. Exactement, ouais, exactement. C'est vrai que, en fait, cet avantage de pouvoir prévoir cette inondation sur N'Djamena à 3 semaines, un mois, est quand même quelque chose voilà, de positif quand on est sur un événement extrême comme celui qu'on a vécu en 2022. Parce que, alors, nous, effectivement, on a des prévisions de ce qui va se produire sur la saison, là, par exemple, pour 2024. On fait les prévisions dès le mois d'avril-mai
Donc, on est déjà au pas de charge hein, actuellement et on suit déjà l'évolution de très près. Donc, on anticipe déjà une situation, bien que voilà, une prévision est toujours entachée d'incertitude. Mais par exemple, cette année, on a une prévision de normal à excédentaire. En 2022, c'était excédentaire à beaucoup plus. Donc en 2022, dès le mois de juillet, on était déjà en petite alerte. On n'était pas encore en alerte rouge, mais on savait que ça allait être très compliqué. Cette année, on s'achemine vers une année un petit peu comme l'année dernière, probablement, avec quand même quelques points de vigilance. Mais du coup, voilà, avec ces aspects d'anticipation. Et ensuite, au moment où la pluie s'installe vraiment dans les bassins sud, donc dès fin juillet, début août, on est en capacité de pouvoir faire une prévision à 1 mois. Et vous voyez, déjà la semaine dernière, on était en coordination avec les services humanitaires, on est en coordination avec les autorités tchadiennes pour déjà anticiper des situations compliquées et déjà commencer à alerter des populations de devoir se relocaliser à un moment donné et en créant des sites aussi de relocalisation. Et en 2022, c'est vrai que l'événement était vraiment exceptionnel et du coup, on a pu quand même éviter les morts par noyade. Les gens ont souffert, hein, vous avez vu l'état des quartiers hein, pendant plusieurs semaines. Les gens ont vraiment souffert, mais on n'a pas eu de mort. La morbidité, la mortalité, pardon, est arrivée plus tard avec les problèmes hydriques. Et encore que même, hein, il n'y a pas eu tant de mortalité que ça, hein, parce qu'on a pu relocaliser les gens assez vite, quoi. En revanche, en Centrafrique ou au Cameroun, là, ça a été conséquent. Oui, Cameroun et Nigeria, beaucoup, beaucoup. Il y a eu Nigeria. beaucoup plus de Nigeria. décès, ouais, au moment des inondations. Ouais. Bon. Nigeria, oui. Nigeria, ouais. En Centrafrique, on n'a pas vraiment de données, en fait. C'est compliqué avec la Centrafrique. Merci beaucoup pour ce travail, d'abord, avant toute chose, hein, le travail que vous faites avec les associations, avec, avec les services des ambassades et puis les services, évidemment, les administrations locales. Voilà, donc là, le temps s'étire, donc je pense qu'on va, on va s'amener tout doucement vers une conclusion. Et je souhaiterais maintenant donner la parole à Marie Baduel, donc la directrice générale de la VITEM, pour un petit moment de synthèse. Marie, si vous êtes disponible. Oui, voilà, Marie. Est-ce Merci. que, pardon, juste j'en profite, est-ce que Madame Maclouf et Juan Parpal, vous pouvez couper vos caméras, s'il vous plaît, pour améliorer la bande passante? Merci beaucoup. Marie. Ah, c'est dommage, c'est deux personnes que j'aime beaucoup. Bon. Bon, merci beaucoup. Merci d'abord beaucoup pour ces interventions. Pierre, toujours dans ta magie d'organiser ces petits webinaires, bah, je trouve qu'on a eu trois expériences différentes, mais extrêmement complémentaires hein, dans les échelles notamment, et puis dans les contenus. Un qui est à l'échelle du projet urbain, un qui est dans une stratégie plus métropolitaine de gestion de l'eau, et puis cette stratégie à la grande échelle du bassin versant, qui est un bassin versant, moi je ne savais pas, hein, absolument impressionnant en termes de taille et qui va faire jouer eh bien, le rapport même entre différents pays. Et puis avec ces approches différentes. Alors, si j'avais quelques éléments de synthèse, mais je n'ai pas. Je pense que globalement, on voit qu'il y a des ruptures fondamentales qui se jouent, dues au changement climatique, hein, dues aux risques qui sont aujourd'hui à l'heure, enfin, qu'on connaît. Et donc, on a des ruptures fondamentales dans les modes d'aménagement du territoire et dans les modes de projet urbain. J'ai retenu, moi, 5 grandes orientations. D'abord, la donnée devient de plus importante. L'anticipation, c'est une question de survie. Florence, vous l'avez très bien montré. Elle se fait dans des échelles du réseau. Allô? Elle se fait dans l'échelle large des réseaux hydrographiques, cette capacité de mobiliser, de prévoir
et du coup d'alerter de façon précoce devient un enjeu majeur dans l'aménagement du territoire. Le deuxième point, c'est l'accès à l'eau. Là, comment on renforce l'accès à l'eau dans un contexte où en même temps il y a des épisodes extrêmes, mais en même temps il y a des stress hydriques de plus en plus longs. Et donc, comment on gère cette grande infrastructure finalement d'accès à l'eau avec ces autoroutes, disait Mia, les autoroutes de l'eau, les grandes opérations de transfert de l'eau qui vont de plus en plus loin, hein, et aussi avec des nouvelles sources d'approvisionnement de l'eau. Mia nous a parlé des grands projets de dessalement de l'eau. Ensuite, le troisième grand axe, je l'appellerai l'eau figure libre. L'eau figure libre parce que finalement, cette eau qui permet de renaturer, de restructurer les trames urbaines, qui permet aussi de faire avec les risques et de réduire les risques, qui permet aussi de jouer sur de nouveaux usages convergents avec les usages sociaux. Eh bien, cette eau, aujourd'hui, on sent bien qu'on a voulu la maltraiter, qu'on a voulu la cadrer, et puis on revient sur une figure libre de l'eau, on redonne la place à l'eau, on travaille gentiment sur le gravitaire, on travaille sur la qualité du gravitaire qui permet de gérer les circuits hydrauliques, etc. On s'est fait, entre guillemets, on s'est fait mater, ça y est, par l'eau, hein, et donc on lui redonne sa place. Et puis ensuite, le quatrième, c'est chaque goutte compte. Chaque goutte compte, et on le voit dans toutes les expériences. Eh bien, d'abord, c'est la chasse à la fuite, hein, la gestion de la fuite d'eau. C'est le reuse qui enfin commence, on le voit bien, à se généraliser, du reuse tertiaire, mais aussi ou quaternaire, mais aussi du reuse secondaire pour la gestion des arrosages, etc. Le reuse d'eau qu'on récupère en grande proximité au bas des immeubles, etc., et qu'on reuse. Donc assainissement, fuite, reuse, c'est un peu les trois grands axes de cette quatrième orientation, chaque goutte compte. Cinquième orientation, bah, c'est nous, les citoyens, acteurs. Et donc, c'est la question de la sensibilisation, de l'éco-geste, mais également un enjeu culturel majeur. Et vous l'avez dit à plusieurs reprises, cet enjeu de la mémoire du risque, cet enjeu de la culture du risque, et puis cet enjeu, effectivement, de partager ces espaces de l'eau, de nouvelles sociabilités. Alors, en conclusion, peut-être de cette conclusion, quelques axes qui devraient faire les axes peut-être d'un engagement méditerranéen. Et là, je pense toujours 2025, l'UNOC à Nice, ce sommet onusien sur les océans, où la question de l'eau va être très présente. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, nous, les Méditerranéens, mais plus globalement méditerranéens dans notre relation avec l'Afrique? La data, la donnée, la carto, les prédictions. L'IRD, on l'a vu, joue un rôle magnifique, mais sûrement là, il y a une montée en puissance qu'il faut organiser. Ensuite, eh bien, la qualification des maîtres d'ouvrage, parce que je veux aussi bien Euromède que la LIDEC, on peut là leur faire un hommage. On voit bien que c'est une qualification des maîtres d'ouvrage, c'est plus n'importe quel maître d'ouvrage, hein. On ne fait pas son job d'aménageur à changer. Dans une relation d'ailleurs entre maître d'ouvrage, opérateur comme la LIDEC et concepteur. Donc là, ce rôle-là qui doit être renforcé, la question de la qualification des maîtres d'ouvrage et des opérateurs pour faire de nouveaux aménagements et de nouveaux rapports ville-nature.
Troisièmement, cette capacité, et ça interroge directement nos institutions, notre capacité de relation interinstitutionnelle, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on passe de l'échelle du projet urbain à l'échelle métropolitaine, voire plus large à l'échelle des bassins qui sont beaucoup plus larges. Donc finalement, nos opérateurs euroméditerranéens, qu'on enferme dans un périmètre 1, périmètre 2, mais Euroméditerranée peut devenir aussi un opérateur métropolitain. Voilà, en tous les cas, il est un vecteur d'un aménagement métropolitain. Et puis enfin, une dernière question sur l'évaluation. On en a peu parlé. Or, il semble que même à l'origine des projets, ça serait intéressant de mettre en place des systèmes d'évaluation là-dessus. Une évaluation qui se voudrait démocratique, l'impact réel sur les populations avec ce récit des populations, une évaluation qui se voudrait stratégique pour réorienter réellement les politiques, notamment territoriales, notamment métropolitaines, et opérationnelles pour faire mieux dans nos solutions. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Voilà, bah, je pense que tout est dit en termes de synthèse comme de conclusion. Donc, je souhaite une nouvelle fois remercier tous nos intervenants, nos intervenantes, donc Adam d'Euroméditerranée, Mia de la LIDEC et Florence de l'IRD CEREJ, pardon, et Marie Baduel, évidemment, de la VITEM. Donc, gardez en tête que le webinaire a été enregistré, donc il faudra juste que je coupe un tout petit peu le début. Et je vous ferai passer le lien, enfin, je ferai passer le lien donc à la série de personnes à qui je me suis permis d'écrire pour les informer de ce webinaire très rapidement dès qu'il sera mis en ligne. Voilà, merci à tous et vraiment un grand coup de chapeau à tous ces travaux qui sont effectués, que ce soit à Marseille, à Casablanca, à N'Djamena, puisque comme Marie l'a rappelé, N'Djamena, ce n'est pas une masse à faire parce qu'effectivement, on a vraiment un territoire qui est énorme et qui comprend des millions de personnes. Voilà, merci à tous. Florence, vous voulez rajouter un petit mot? Non, j'ai pas l'impression. Non, bon. Merci à tous et à très très bientôt pour de prochaines aventures auprès de la VITEM. Merci. Au revoir. Merci à Pierre. Merci Pierre. Vraiment. À bientôt. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. À bientôt, Florence. Au revoir. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Ça va, Zora? Marie, ça va? Il y a longtemps. J'étais contente de te voir. Oui, ravie. Très heureuse de vous voir. Merci. Merci pour ces représentations. Merci beaucoup. Et pour ce thème, eau et projet urbain. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci, Zora. Merci. On espère vous voir dans une autre webinaire ou séminaire, Inch'Allah. Parfait. C'est notre job. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, comment je résiste à ce truc-là?